Les marchands du temple. On a vu comment on empoisonnait les pauvres diables dans les administrations hospitalières de l'État. On verra par les lettres ci-dessous, dont je certifie la véracité, que dans les maisons privées, les malades riches n'ont, comme soins et traitements, rien à envier aux pauvres, et que c'est par la sans-pitié universelle et par l'universel désir de lucre que riches ou pauvres, laïcs ou religieux, atteignent vraiment à cet idéal de notre société moderne, l'égalité. Menton, 1er mars 1895. Ma chère amie, je n'ai éprouvé aucun soulagement de mon séjour dans le Midi. Mes souffrances augmentent et deviennent intolérables. Mes forces s'épuisent de plus en plus, et la fièvre me dévore. Depuis 2 semaines, je n'ai pas quitté le lit. Le docteur à qui j'avais télégraphié de venir en hâte est enfin arrivé hier soir. Ce matin, après un examen attentif et minutieux, il me confie qu'une nouvelle opération est nécessaire. Hélas, je crois que je pourrai la supporter. Il est convenu que je vais rentrer à Paris et l'on prépare tout ce qu'il faut à ce voyage. Pour des raisons de commodité auxquelles je me suis rendu, l'opération aura lieu chez les sœurs de Notre-Dame de la Croix. C'est, paraît-il, une sorte d'hôpital très bien pourvu où le docteur fait transporter ses meilleurs malades. Vous s'y serez admirablement choyé, m'a-t-il dit. Ces excellentes sœurs s'entendent fort bien à ces soins délicats. Et puis, elles ont mes habitudes, ce qui est une garantie. Je vais donc partir, j'ignore encore le jour, mais je t'écrirai, car je serai si heureuse, et il me semble si consolée de t'embrasser. Ta meilleure amie, Germaine K. Paris, 14 mars 1895. Ma chère amie, pardonne-moi de ne t'avoir pas mandé mon retour à Paris. Je n'ai pas eu le courage de t'écrire. J'ai pensé aussi que, souffrante comme tu l'es, il eût été bien mal à moi de t'obliger à une sortie dangereuse peut-être, car je te connais. Tu serais accouru tout de suite, et c'est ce que je ne voulais pas. L'habitude que j'ai de toujours souffrir m'a guéri un peu de cet égoïsme qu'ont les malades. Enfin, le voyage s'est passé aussi bien que possible, pour le triste état où je suis. Tout avait été disposé par le docteur pour que je n'en ressentisse pas trop la fatigue, et je suis depuis 3 jours chez les sœurs de Notre-Dame de la Croix. Mais je ne peux pas rester plus longtemps dans cette abominable prison où je sens que je mourrai. Demain, je serai chez moi, et si tu savais avec quelle impatience je compte les heures qui me séparent de cette délivrance. Il serait déjà, ma chérie, s'il n'avait pas fallu qu'on préparât l'hôtel pour que j'y puisse rentrer et subir l'opération. Il se met presque une douceur de penser que si je dois mourir au moins, je mourrai chez moi parmi les choses que je connais et qui m'ont aimé. Ah, ma chère chérie, ce que j'ai enduré chez ces atroces sœurs, jamais tu ne pourras te l'imaginer. Il faut pourtant que je te le raconte. Il me semble que ce sera un soulagement pour moi. Je suis arrivé jeudi à la communauté à 4 heures du soir. C'est une vaste maison, très ancienne, d'aspect triste, abandonnée, sale. Dès la porte ouverte, j'éprouvai comme un grand froid au cœur, et sur le seuil, j'eus un instinctif mouvement de recul, un affreux frisson de terreur, comme le condamné à mort devant la silhouette soudaine de l'échafaud. Aidé de ma femme de chambre et de 2 sœurs maladroites, venues à ma rencontre, j'eus beaucoup de difficultés à gagner la chambre qui m'était destinée, et il me fallut traverser des noirs couloirs bordés de portes mal fermées, par où s'échappaient des gémissements et des plaintes de pauvres femmes qui, comme moi, attendaient le couteau. L'odeur qui emplissait ces couloirs, odeur combinée d'éther et de cuisine rance, d'acide phénique et d'encens, hôpital, gargote et chapelle, me souleva le cœur, et je crus plusieurs fois que j'allais défaillir. Enfin, je pénétrai dans ma chambre. Elle était petite, mais propre, et donnait sur un jardin si humide que la mousse couvrait d'un épais tapis les troncs et les branches des arbres. Je m'écroulai de fatigue dans un fauteuil en exprimant le désir de me coucher. L'une des sœurs me dit alors que la règle de la maison était que les malades apportassent leur linge, qu'il n'y avait pas de drap dans le lit, et qu'il fallait en référer à la mère supérieure. Celle-ci, d'ailleurs prévenue de mon arrivée, entra dans la chambre sur ses entrefaites. C'était une grande dame, une grande femme sèche, à profil coupant. Un sourire mielleux et faux rendait encore plus implacable l'expression d'implacabilité inscrite à sa face d'oiseau de proie. Elle m'accueillit par ces mots. « Le docteur ne vous a donc pas, ma chère enfant, mis au courant des conditions et règlements de la communauté ?»« Nullement, ma sœur, répondis-je. »« Eh bien, voici, il est d'usage que les pensionnaires nous remettent le jour de leur entrée, ici, 15 jours d'avance à 21 francs par jour, si 315 francs.
Dans cette somme ne sont pas compris naturellement le linge, le bois, la lumière, ni aucune des fournitures et soins spéciaux que pourraient désirer nos pensionnaires. D'ailleurs, ma chère enfant, je vous ai apporté votre note. » Et la mère supérieure, de dessous les plis de sa guimpe, où pendait la croix de cuivre, la croix de rédemption, de charité et d'amour, retira un papier soigneusement plié et me le tendit avec de mielleux sourires. Non, jamais apothicaire de comédie ou maître d'hôtel de Ville-d'Eau n'osa établir une telle note, dont chaque article constituait un vol flagrant. Le bois de cheminée y figurait à raison de 5 francs par jour, la lumière de 3 francs, le linge d'une seule nuit était compté 6 francs. Enfin, ce détail lugubre. Pour nettoyer et laver la salle d'opération, 30 francs, et tout cela payable d'avance, et pour une durée de 15 jours. Mais ma sœur, dis-je, stupéfaite de cette honteuse exploitation, de la souffrance, il n'est pas prouvé que je doive rester ici 15 jours, et je ne trouverai pas juste de payer une pension que je n'aurais pas prise, et toutes ces choses dont je n'aurais pas joui. C'est la règle, ma chère enfant, affirma la sœur avec un air de se détacher des biens de ce monde. Cela est dès à présent acquis à la communauté. Mais enfin, si insistai-je, il n'est pas sûr non plus que je me résigne à subir une nouvelle opération. Et vous auriez grand tort, ma chère enfant, interrompit la sœur, car Dieu et la Sainte Vierge bénissent toutes les opérations qui se font ici. Et dans ce cas, les 30 francs vous seraient rendus à la sortie de notre maison. Une discussion me fatiguait. J'ordonnai à ma femme de chambre de payer. Et tandis que la mère supérieure comptait l'or de ses doigts avides et crochus, une religieuse entrouvrit la porte et dit d'une voix basse et rapide « Ma mère, il faudrait le bon Dieu pour le 14 qui a été opéré ce matin et qui agonise. »« C'est bien, prévenez le chapelain » commanda la mère supérieure qui, durant ce court colloque, n'avait pas levé les yeux des pièces d'or qu'elle achevait de compter âprement dans sa main. Je pus enfin, ayant payé la note, obtenir que l'on apportât des draps et que l'on fît mon lit. Une fois couché, je demandai un peu de bouillon, car je me sentais fatigué outre mesure, et j'étais prête à défaillir. La sœur m'expliqua qu'il n'était point l'heure de manger et qu'il n'y avait rien de préparé. « Il faut attendre l'heure, ma chère enfant. On mange le matin à 11 heures, le soir à 7 heures. C'est la règle. Je crois que vous feriez mieux de vous reposer. Vous n'en dînerez que du meilleur appétit. » Comme elle se disposait à quitter la chambre, je la priai de vouloir bien m'envoyer un interne ayant besoin d'être pansé. « Un interne » s'exclama la sœur scandalisée. « Un interne? Mais il n'y a pas d'interne ici. Il ne vient jamais d'homme ici. Si vous désirez le confesseur, je n'ai nul besoin du confesseur, gémis-je, tandis que des larmes venaient aux yeux. Hélas, ma sœur, voici 13 mois que je suis malade, et je vous assure que je n'ai guère eu le coup de commettre ces péchés. Ce que je voudrais, c'est être soigné, et que l'on ne me laissât pas mourir ici, comme une bête. » J'éclatai en sanglots. La sœur dit, pour me consoler, « Rassurez-vous, ma chère enfant, vous ne pourriez avoir de meilleurs soins nulle part, et priez Dieu afin qu'il vous protège. » Et voulant se faire câline et tendre, elle effleura mon front de sa main sèche. Et elle me dit encore, « D'ailleurs, ça ne sera rien, allez. » Là-dessus, elle me quitta, suivie des 2 autres sœurs, et je restai seul, avec ma femme de chambre qui s'écria en joignant les mains. « Ah bien merci, madame est tout de même dans une drôle de baraque. » J'essayai de dormir un peu, et ne le pus. À peine commençai-je à m'assoupir, qu'aussitôt j'étais réveillé brusquement et douloureusement par des bruits de cloches. Cela, multiplié par la fièvre, m'arrivait de tous les côtés, par les fenêtres, par la porte, par le plafond, par le parquet. Et les cloches ne discontinuaient pas de sonner. Elles sonnaient, grondantes ou plaintives, pour les prières, pour les agonisantes, pour les morts, et en même temps des chambres voisines, par les minces cloisons, me venaient des gémissements, les uns étouffés, les autres aigus, des cris, des appels de voix déchirantes. On eût dit des chambres de torture, et que des bourreaux y suppliciaient de pauvres victimes. L'obsession en était telle que je croyais respirer réellement l'horrible odeur des chairs grésillantes et des vapeurs de sang. Et dans les couloirs, dont les planches du parquet craquaient, j'entendais sans cesse, dominant des chuchotements de voix, passer des pas lourds et cadencés, des pas pesants de gens qui portent des cercueils. Enfin, l'heure du dîner sonna. Une sœur apporta sur un plateau mon repas et celui de la femme de chambre qui, selon la règle, devait manger près de moi. Je ne pus toucher à aucun de ces mets atrocement cuisinés qui me furent servis et qui se composaient d'un potage aigre, d'une moitié de pigeon froid et de purée de pommes de terre sans assaisonnement et sans beurre. Le vin, que je fus obligé de recracher,
mordait le palais comme de l'acide. L'eau, pleine d'impuretés, n'avait pas été filtrée. Quant à ma femme de chambre, son dîner maigre se composait de choses innommées. Elle dut se contenter de pain et d'un peu de chocolat que je lui donnais. Ah, ma chérie, la nuit que je passais, l'atroce, lente et mortelle nuit, où pas une minute cessa le bruit des cloches, où pas une minute les gémissements des malades voisines ne me laissèrent un répit de sommeil. La journée du lendemain fut pareille. Vers 2 heures, j'ai eu une crise de nerfs. Je voulais m'en aller de cette maison maudite. Céleste eut beaucoup de peine à m'empêcher de me lever. Enfin, vers la nuit, le docteur, très affairé, vint me faire une visite. Je l'ai mis au fait de ce qui se passait, et lui déclarai que je ne pouvais rester dans cette prison, où je n'avais ni soins ni nourriture, et où tout ne s'acharnait qu'à me parler de la mort. « Ce sont des voleuses, m'écriai-je. Qu'elles gardent mon argent. Je ne veux partir demain, ou sinon j'aime me mourir tout de suite. » Le docteur, voyant qu'il n'obtiendrait rien de moi, finit par agréer ma proposition. Je vais donc retourner chez moi, et c'est chez moi que je subirai cette affreuse opération. Mais j'ai grand hâte que tout y soit prêt, car à chaque minute, dans cette maison d'enfer, c'est un peu de mes forces, un peu de ma vie que je perds. Et j'ai tant besoin de tout cela pour la cruelle épreuve. Je viens d'apprendre que ma voisine est morte. Tout à l'heure, elle a poussé un grand cri qui m'a fait frissonner. Son âme est partie dans ce cri. Ce matin, durant plus d'1 heure, j'avais entendu le chapelain récitant dans la chambre les prières des agonisants. Je ne sais ce qu'il faisait encore dans la chambre, maintenant que la pauvre femme est morte. Il y a comme des heurts de meubles, des chuchotements de voix. On dresse sans doute le lit funèbre. Et dans tout le couvent, les cloches sonnent, sonnent, sonnent. Je t'embrasse, Germaine. Au pied d'un hêtre. Souvenir du 18 novembre 1870. Il y a juste 25 ans aujourd'hui, et cela me hante encore comme un mauvais rêve de la dernière nuit. Le sergent Milliard s'en revenait de relever des sentinelles et rentrait au camp. Il traversait une grande plaine, coupée çà et là par de petits carrés de bois. Le ciel était gris, il bruinait, le sol détrempé et boueux poissait aux chaussures. Pas une silhouette dans la plaine bosseronne, pas une silhouette d'hommes ou d'animaux. Au-dessus des fermes récemment abandonnées par les paysans, pas une fumée. Au loin apparaissait, légère et bleue comme une nuée, la cathédrale de Chartres. Depuis 5 jours que notre régiment de mobiles campait aux portes de Saint-Luperce, devant cette grande étendue, silencieuse et morne, chacun, à tout instant, s'attendait à voir s'abattre dans la plaine les Prussiens. On les disait à Chartres. Et plusieurs fois le soir, nous avions cru entendre, non sans un frisson dans les moelles, nous avions cru entendre, venant de Chartres et portées jusqu'à nous par le vent, des musiques sauvages et des clameurs de massacre. La veille, en nous passant en revue, le colonel nous avait dit « Mes enfants, ce sera sans doute pour demain. Ah ah, j'espère que vous allez m'en descendre de cette vermine-là, de cette sale vermine-là. Pas de quartier, nom de Dieu, et vive la France !» Le colonel était un peu hâbleur. Il aimait à jouer au vieux grognard. Mais ce n'était pas un méchant homme. Il faisait même tout ce qu'il pouvait pour nous rendre tolérables nos fatigues et nos souffrances. Malgré la prédiction du colonel, la matinée du lendemain s'était écoulée pareil aux autres. Rien n'avait bougé dans la plaine. Pourtant, le colonel, impatient, s'était porté à 500 mètres en avant du camp avec ses clairons. Il avait fait exécuter une héroïque sonnerie de défi dans la direction de Chartres, mais rien n'avait bougé dans la plaine. Il était revenu furieux, disant « Des lâches, je vous dis que ce sont des lâches, mais patience. À coups de pied, nous les reconduirons sous les murs de Paris. À coups de pied, mes enfants. M'entendez bien? Bismarck en tête et Moltke en queue. Nous allons rire, mes petits, nous allons rire. » Et le reste du jour, les 2 mains derrière le dos, mâchonnant des cigares et maugréant, il se promena dans le camp parmi les hommes qui préparaient la soupe du soir. Ayant relevé ses sentinelles, le sergent Milliard entra vers 5 heures, et ce fut dans le camp une stupéfaction. Les hommes quittèrent les feux, devant lesquels, de place en place, ils s'étaient groupés, attendant la soupe du soir. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il y avait de quoi d'ailleurs être étonné. Le sergent tenait par la bride un cheval de Prussien, et sur la selle était ficelé un paquet de hardes sanglantes.
Derrière, un homme portait triomphalement, au bout de son fusil, un casque, un autre une cuirasse, un troisième traînait un grand sabre de cavalerie, un quatrième brandissait dans l'air une carabine. Le visage du sergent rayonnait. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda le colonel, qui, survenant brusquement, dissipa le groupe formé autour du sergent, et il interrogea. « Où as-tu trouvé cela ?»« Où as-tu trouvé cela, nom de Dieu ?» Alors le sergent Millard raconta. Mon colonel, voici l'histoire. Je rentrais avec mes hommes, je longeais un petit bois, quand tout à coup, à l'angle du bois, je me trouve nez à nez avec un grand diable de cavalier. Je fus saisi, il fut saisi, je m'arrêtai, il s'arrêta. D'abord, je ne pensais pas que ce pût être un Prussien. Pourtant, il avait un casque et un large manteau blanc qui recouvrait toute la nuque de son cheval. Et pendant que je l'examinais, voilà le cavalier qui jette son casque par terre, dégrave son manteau et le jette par terre, débouque son sabre et le jette par terre, et voilà que lui-même descend de son cheval, et qu'il agite les bras, et qu'il sourit, et qu'il dit en s'avançant vers moi, « Toi, bon français, moi, bon prussien, moi, allez, avec bon français. » Il n'y avait plus de doute, c'était un Prussien. Et je sentis naître en moi un grand orgueil. « Allons, continue, ordonna le colonel. Arrive au fait. Je n'ai pas besoin d'entendre tous ces ragots. Jamais je n'aurais cru qu'un Prussien pût avoir une si bonne figure, reprit le sergent d'une voix moins assurée. Il était blond et rose comme un enfant, et il avait ses yeux très doux. Empoignez-moi cette vermine-là, commandai-je à mes hommes. Le Prussien se laissa faire sans résistance. Au contraire, il semblait heureux, et il répétait dans son jargon, « Moi, femme là-bas, moi, petits enfants là-bas, moi, plus la guerre, plus guerre. » Oui, enfin, il se rendait, demanda le colonel, dont le visage était devenu tout grave et sévère. Continue. Il se rendait, oui, mon colonel, répondit le sergent Millard. J'étais très content d'avoir pris un Prussien et en même temps très embêté. Je ne savais pas ce que je devais faire de cette vermine-là. Je me dis, si je le ramène vivant, peut-être que le colonel ne sera pas content, puisqu'il nous a recommandé d'en tuer autant qu'on pourrait. D'un autre côté, ça me faisait deuil de passer par les armes un homme si doux, et qui ne voulait pas nous faire du mal. Je demandai conseil à mes hommes. Que feriez-vous à ma place? Les hommes hochèrent la tête, et ne savaient pas non plus. Alors, je me rappelai, mon colonel, que vous aviez dit pas de quartier. Cela me décida. Tu l'as fusillé? Interrogea le colonel d'une voix tonnante. Et il y avait auprès de là, poursuivit le sergent, un gros hêtre qui débordait le talus du bois. J'ordonnai d'attacher avec des courroies ce Prussien autour du hêtre, et moi-même je lui enlevai sa cuirasse. Le Prussien pâlit. Toi, bon français, supplia-t-il. Moi plus guère, moi femme là-bas, moi petits enfants, moi pas mourir. Je disposai les hommes à 10 mètres de l'arbre, les fusils étaient chargés. Toi pas me tuer, gémissait le prisonnier, puisque moi plus guère, jamais plus guère. Cela me fendait le cœur. J'avais envie de pleurer, à l'entendre jargonner de la sorte. Mais, ma foi, feu, commandai-je. Il y eut un silence d'angoisse. Le colonel était devenu livide et baissait la tête. Nous avons pris son manteau et sa tunique, reprit le sergent. Nous avons rapporté ses armes et son cheval. Il est toujours là-bas, attaché au tronc du hêtre. Nous avons pris aussi sa montre, que voilà, et son porte-monnaie, qui était vide. Nous avons laissé au pied du hêtre des lettres qu'il avait dans son petit sac de cuir, avec des photographies. « Assez! Tais-toi » ordonna le colonel. Et s'adressant aux hommes, « Empoignez le sergent et conduisez-le au quartier général. J'y serai dans 1 heure. » Il commanda aussitôt une corvée de 6 hommes, à la tête de laquelle il se plaça, et il se rendit dans la plaine vers le petit bois où le soldat prussien avait été laissé mort, attaché au tronc du hêtre. Il fit creuser un trou au pied de l'arbre, ensevelit le Prussien, et planta sur la fosse comblée une branche en forme de croix. Il faisait, je m'en souviens, une nuit horrible, une nuit sans lune, d'une humidité poisseuse et glaciale. Le soir même, le colonel avait constitué un conseil de guerre. Les délibérations ne furent pas longues. Le sergent fut condamné à mort. La sentence portait que l'exécution devait avoir lieu au lendemain, au petit jour, au pied du hêtre. À partir de ce jour, durant la campagne, où notre régiment d'ailleurs ne se trouva pas une seule fois en présence de l'ennemi, le colonel ne parla plus de vermine, ni de vaches, ni de reconduire à coups de pied les Prussiens sous les murs de Paris. Ce n'est que plus tard, entré dans la vie civile et redevenu conducteur des ponts et chaussées, ce qu'il était avant la guerre, que l'impression de ce drame s'étant peu à peu effacée, il aimait à raconter le soir au café ses prouesses et le grand combat de Saint-Luperce, où ses mobiles avaient tué à coups de baïonnette tant de Prussiens, près d'un petit bois. On pouvait aller voir, nom de Dieu.
Il y avait au pied d'un certain hêtre, entre autres, une grande fosse pleine de cadavres. Ah, mais... Le tronc. On parlait l'autre soir des médecins militaires qui sont fort à la mode en ce moment, et chacun racontait sa petite histoire. Naturellement, elle était épouvantable, et jamais, je crois bien, je n'avais entendu en une seule fois tant d'horreur. Comme on dit vulgairement, le cœur finissait par me tourner. Je dois confesser que cela se passait à un banquet de jardiniers, lesquels par nature sont enclins à l'enthousiasme et même à l'exagération. Je ne vous expliquerai pas les raisons de ce phénomène psychologique, car elles me mèneraient trop loin. Léon Bloy n'a-t-il pas parlé quelque part de l'âme compliquée des horticulteurs? Oui, messieurs, j'ai vu cela, moi, affirmait un grand diable de pépiniériste. J'ai vu un chirurgien, le soir, dans une charrette de meunier, amputer un blessé avec un sabre de dragon, car il avait égaré sa trousse, Dieu sait où. Pourquoi n'as-tu pas prêté ton greffoir, dit quelqu'un. L'on s'esclaffa de rire. Car si les horticulteurs ont l'âme compliquée, ils ont en revanche le rire facile et bruyant. Lorsque la gaieté suscitée par cette plaisanterie professionnelle fut un peu calmée, « Eh bien, moi, j'ai vu plus fort que ça, » déclara un semeur de bégonias, qui jusqu'à ce moment était resté silencieux à mâchonner un cigare éteint entre les crocs jaunis de la mâchoire. C'était un petit bonhomme de peau glabre et ridée, de front obstiné, de cheveux rudes, et dont les gros doigts boudinés ne semblaient pas faits pour manier les graines légères et mystérieuses, et pour jouer avec les pistils des fleurs. Il y eut tout à coup un silence religieux. Le petit bonhomme était une des lumières de l'horticulture française, et on l'admirait beaucoup pour ce que, à force de semis judicieux et de sélection raisonnée, il avait su ajouter à la naturelle laideur du bégonia une laideur artificielle et composite que tous ceux qui étaient là sentaient de pouvoir être surpassés désormais. Tous sentaient aussi que le récit qu'il allait faire devait dépasser les autres en horreur, car le petit bonhomme ne parlait jamais en vain. Et lorsqu'il n'avait rien à dire, qui fut plus fort que ce que l'on avait déjà dit, il se taisait, songeant sans doute à de plus effarantes hybridations. « Oui, j'ai vu plus fort que ça, répéta-t-il. J'ai vu, moi qui vous parle. Mais commençons par le commencement. » Quelques-uns parmi les horticulteurs se levèrent de table et vinrent se grouper, respectueusement, derrière le narrateur, qui parla ainsi. C'était dans la guerre de 70. J'étais, à ce moment, horticulteur à Vendôme, et je n'avais pas encore obtenu mon fameux bégonia. Le deuil de M. Thiers, pour une bonne raison d'ailleurs, c'est que M. Thiers n'était pas mort. L'un des jardiniers groupés derrière le vieux semeur, dont les gestes, je dois le dire, n'étaient nullement augustes, interrompit. Oui, ce fut un rude gain que le deuil de M. Thiers. Ça a été le point de départ de toute une rude série. Et sans lui, nous n'aurions pas eu le triomphe du président Faure, qui, dame... Et il acheva sa pensée dans un geste simple et circulaire. Cet hommage rendu à l'habileté du vieux, dirais-je, bégonia colle, celui-ci reprit. Mon établissement était situé à 200 mètres en dehors de la ville, sur la route de l'Orge. Ah, quelle époque, Seigneur mon Dieu! Des soldats, des soldats, des soldats! Durant plus de 2 mois, ils ne cessèrent de passer sur la route, et comme ils n'avaient rien à manger, ils se répandaient dans la campagne, dans les jardins, dans les maisons, demandant quelquefois, prenant souvent, car il faut bien vivre après tout, quoique soldat. Allez donc faire des semis dans ces conditions-là. Tenez, moi qui vous parle, eh bien, des francs-tireurs qui parlaient espagnol envahirent un soir mon établissement et me prirent mes bulbes de bégonia qu'ils firent cuire dans une marmite sur la route avec du biscuit. Ah, quelle époque! Quelle époque pour les semis, Seigneur Jésus! Un jour, par des fuyards, on apprit qu'on se battait à l'Orge, à Marche-Noire, à Beaugency, partout, quoi. Ça n'avait pas l'air d'aller très bien, car les fuyards chaque jour devenaient plus nombreux. Et puis on voyait passer, chassés à coups de sabre, des bandes de bœufs, des troupeaux de moutons, et les voitures d'intendance ne cessaient de se replier vers le Mans. Enfin, on entendait le canon qui se rapprochait. La situation était vraiment affreuse, car il n'y avait plus de vivres dans Vendôme. On n'eût pas trouvé à cette époque le moindre bout de saucisson chez les charcutiers. Quant à mes provisions, elles étaient épuisées, et j'entamais mon dernier pot de rillettes. Naturellement, mes serres étaient éteintes, et je n'avais même plus de quoi renouveler le réchaud de mes châssis. Fallait donc faire des semis dans ces conditions-là. Pour sûr, approuva un horticulteur, c'est comme moi, avec l'aïeul.
Les Bruxelles aiment les boulottères, et plus de 300 variétés. Avec non, avec quoi y faire la soupe? Ah, vrai, sans doute, sentencia le chrysantémiste. Mais qu'est-ce que vous voulez? La guerre, c'est la guerre. Le semeur de bégonia poursuivit. Un matin, on sonna à la grille de mon établissement. Une charrette était arrêtée devant, une pauvre charrette, réquisitionnée, toute disloquée et recouverte de bâches en loques. Un vieux cheval éthique, que conduisait un soldat plus éthique encore que le cheval, y était attelé. J'allais ouvrir. Je demandai au soldat ce qu'il y avait pour son service. Il me répondit « Je vous amène un blessé. C'est un gars qui prétend vous connaître, et qui dit qu'il a été employé chez vous. » Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Delard, Joseph Delard. Mais il n'en a plus guère, Delard, le pauvre diable, dit le soldat en hochant la tête. Je fis entrer la charrette dans la cour, devant la porte de la maison, et, ayant appelé ma femme, ma fille, je m'apprêtai, aidé par le soldat, à descendre le blessé qui, couché dans la charrette sur un mince lit de paille et enveloppé de couverture, geignait. « Ah, patron, patron, patron !» Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque je l'eus découvert pour le manier plus commodément. « Tes bras! Qu'est-ce que tu as fait de tes bras » criai-je. « On me les a coupés, répondit Delard. « Mais tes jambes? Où sont tes jambes? On me les a coupées aussi, gémit le pauvre diable. Je crus d'abord que c'était une blague. Mais il fallut bien me rendre à l'évidence. Delard n'avait plus ni bras, ni jambes, c'était un tronc vivant et geignant, que je ne savais plus par quel bout prendre. Le saisissement que j'éprouvai devant ce corps, si horriblement mutilé, fut tel que je m'évanouis comme une bête, à côté de Delard, dans la lugubre charrette. Je sais pourtant si je suis tendre. Eh bien, mes amis, Delard a vécu 4 jours chez moi dans cet état. Ce qui l'embêtait le plus, c'est qu'il ne pouvait plus faire de gestes. Et cependant, il parlait de ses bras et de ses jambes, comme s'il les eût encore attachés à son corps. Quelquefois, il me désignait quelque chose avec son bras absent, et il me disait « Là, là, patron !» Enfin, savez-vous quel a été son dernier mot? « Comment ferais-je maintenant pour arroser les semis ?» Puis la fièvre l'a pris, et il est mort, dans une horrible agonie. À 3, nous avions peine à maintenir ce pauvre corps sans bras et sans jambes qui se tortillait et bondissait sur le lit comme un gros ver. J'ai donné son nom à un bégonia, une espèce de monstre que j'ai obtenu il y a 3 ans, et qui n'a que 3 pétales. Vous comprenez, j'ai appelé ce bégonia le triomphe du mutilé Delard. Seulement voilà, il ne se reproduit pas, celui, c'est embêtant. Je regardai attentivement le vieux semeur de bégonia quand il eut terminé son récit, et si compliquée est l'âme des horticulteurs que je ne pus pas savoir s'il se moquait de nous ou si réellement l'aventure était arrivée. Je fus d'ailleurs vite arraché à mon observation par un rosiériste barbu et ventripotent qui se concilia l'attention universelle en disant « Eh bien moi, j'ai vu plus fort que ça encore. J'ai vu... » Pantomime départementale. C'est dans un journal de l'heure qui me fut communiqué par mon ami M. Alphonse Allais, avec toutes les garanties légales de la plus incontestable authenticité, que je trouvai les détails de la sombre et funambulesque histoire qu'on lira plus loin. Elle se passe à Bernay, mais pourrait se passer à Paris, sur un théâtre d'art, en pantomime, réglé par M. Paul Marguerite, qui, avant d'être le romancier célèbre que nous admirons, excella dans ce genre dramatique délicieux, et malheureusement presque délaissé aujourd'hui. Par un joli petit froid sec de l'hiver 1896, le voyageur attardé, vers 3 heures de relevée, rue Thiers, devant la boutique du sieur Brunel, boulanger, eut pu voir le curieux spectacle suivant. Un homme, si tant est qu'on puisse se servir de cette noble expression pour décrire un individu de cette espèce, contemplait du trottoir, à travers les glaces embuées de vapeur de la friolante devanture, les bonnes miches chaudes et les flûtes dorées qui s'entassaient sur des tables de marbre et remplissaient des corbeilles d'osier finement tressées par quelques vanniers berniers. Le voyageur attardé, pourvu qu'il ne fût pas un observateur superficiel, eut, sans nul doute, remarqué que cet individu, maintenons-lui cette qualification méprisante, présentait tous les caractères de la déchéance sociale la plus avancée et de la plus sordide misère. Blouse sale et déchirée en maint endroit,
pantalon en loques retenu aux mollets et aux chevilles par une triple ligature de ficelle, casquette d'éteinte et couleur de purin, barbe d'au moins 8 jours. Quant aux chaussures, c'étaient de vieilles, trouées et boueuses pantoufles de feutre, où la putridité des pieds nus se calfeutre. En outre, il portait sur le dos un minable sac de toile, par quoi s'accusaient les irrécusables indices d'une mendicité aussi invétérée que professionnelle, et d'ailleurs malheureuse, car le sac était vide. Après avoir longtemps regardé, comme dit le poète, le bon pain cuire, l'individu se décida à entrer d'un pas chancelant. Était-ce d'avoir trop faim? Était-ce d'avoir trop bu? Dans la boutique, au moment précis et providentiel, où débouchant d'une rue transversale, un gendarme venait plaquer son symbolique bicorne sur l'éclase de la devanture, à la place exacte où s'était arrêté le vagabond, le journal de l'heure ne nous donne aucun renseignement plastique sur le dit gendarme, mais nos lecteurs pourront suppléer à ce manque d'informations par des évocations traditionnelles et des iconographies variées qui sont dans toutes les mains. Il n'y avait dans la boutique à cette heure qu'une petite bonne, coiffe tuyautée, ornant le chignon blond et alliant la nuque de 2 brides envolées. Tablier blanc, robe noire collante, physionomie accorte et charitable, la petite bonne donna à l'individu un morceau de pain et, avec des bénédictions sur les lèvres, où les bénédictions ont-elles se nicher, sortit de la boutique de son pas mal assuré et humant la bonne odeur des belles miches chaudes et des flûtes dorées. Cela n'avait pas duré plus de temps qu'il en faut à une dévote de province pour déshonorer ses voisines et brouiller à mort les familles de sa connaissance. Mais le gendarme intercepta sur le seuil l'individu et, lui mettant la main au collet, si l'on peut dire, de sa blouse guenilleuse, « Où as-tu volé ce pain » tutoya-t-il en accompagnant cette interrogation d'un regard d'ordonnance. « Je ne l'ai pas volé, » répondit l'individu. « Alors, si tu n'as pas volé, c'est qu'on te l'a donné. Probable. Et si on te l'a donné, c'est que tu l'as demandé, dame. Alors je constate que tu es en état de mendicité. » Et le journal qui nous transmet ce dialogue ajoute textuellement: « La mendicité fut d'ailleurs plus facile à constater que le mendiant était ivre. » Étrange déduction. « Qu'as-tu à dire ?» fit le gendarme. Mais l'individu avait sans doute épuisé ce qu'il avait à dire. Il ne répondit pas. « Au poste alors !» commanda le gendarme. « Tu t'expliqueras là-bas. » L'individu refusa de bouger, et comme le brave gendarme l'entraînait pour l'obliger à marcher, le mendiant se laissa tomber à terre et opposa une pantomime départementale. Résistance molle à tous les efforts que, soufflant, le gendarme tenta pour relever son prisonnier. Quelques curieux s'étaient amassés et contemplaient d'un œil goguenard la lutte héroïque du gendarme contre ce paquet de chiffons insaisissable et fugace qui était devenu le loqueteux allongé sur le trottoir avec lequel il faisait corps comme le fer avec l'aimant. Un second gendarme, survenu providentiellement, s'empressa de prêter main forte à son camarade. Avec beaucoup de difficulté, ils parvinrent à remettre debout le mendiant qui, soutenu, étayé de chaque côté par un représentant de l'autorité, fut bien forcé de faire quelques pas, quoique ses genoux ployassent et que ses pieds s'obstinassent à ne pas prendre contact avec le sol. La foule, grossie à chaque minute, riait, s'amusait et refusait d'aider les gendarmes, dont le visage rouge et les membres en sueur disaient la fatigue et la honte de la défaite. Arrivé devant la boutique du libraire, le misérable s'arc-bouta contre une borne, se dégagea brusquement de la double étreinte des gendarmes et, pour la seconde fois, il se laissa tomber à terre, entraînant dans sa chute un des gendarmes qui roula du trottoir dans le ruisseau, les bottes en l'air. Pour le coup, il fut impossible de relever le prisonnier qui semblait incrusté, cimenté dans le trottoir, comme une pierre de taille. « Mais qu'est-ce qu'il a, cet animal ?» se désespéraient les braves gendarmes. « Il a donc le diable dans le corps. Il est enchanté. » Vainement, ils essayèrent de le retourner. Vainement, ils tentèrent de le faire rouler sur le trottoir. Une force invincible attachait au sol. Leurs bras, leurs mains, leurs reins, leurs jarrets s'épuisèrent contre cet inébranlable chiffre. La foule, de plus en plus, applaudissait, riait à se tordre. Évidemment, elle était du parti du mendiant, ce qui enrageait davantage les deux gendarmes qui, au sentiment de leur double impuissance, voyaient s'ajouter la honte du ridicule et la perte du prestige de leur uniforme. 3 soldats qui passaient furent requis au nom de la loi afin que force restât à l'autorité.
Alors, tous les 5, les 2 gendarmes et les 3 soldats, durant plus d'un quart d'heure, s'escrimèrent de leurs 10 bras contre l'homme à terre et parvinrent enfin à le remettre debout. Ayant pris des précautions stratégiques et s'étant distribué chacun une pantomime départementale, portion de l'individu, ils purent l'emmener au poste. D'ailleurs, le mendiant se laissait faire. Il marchait de bonne grâce, maintenant arrêté dans sa marche par les 10 bras qui le maintenaient et l'empêchaient de donner à ses mouvements une allure libre et soumise. Le cortège arriva ainsi au poste, suivi par toute la ville en joie. Il n'y a encore qu'en province où l'on sait s'amuser. Maroquinerie. Plus on frappera les coupables ou innocents, plus on se fera aimer. Général Archinard, Gazette européenne. Le sabre et la matraque valent mieux que tous les traités du monde. Idem. En tuant sans pitié un grand nombre, idem. Ayant lu les déclarations que M. le général Archinard voulut bien tout récemment confier à la Gazette européenne sur le meilleur mode de colonisation, et les ayant trouvées curieuses en soi, je me rendis chez ce brave soldat dans le but patriotique de l'interviewer. Ce n'est point chose facile de pénétrer jusqu'à cet illustre conquérant, et je dus parlementer longtemps. Par bonheur, je m'étais en haut lieu, prémuni de lettres et de références devant lesquelles il n'y avait même, pour un héros de sa trempe, qu'à s'incliner. Le général n'opposa donc, pour la forme, qu'une résistance d'ailleurs assez molle, et il finit par me recevoir. Dieu sait si le cœur me battait fort lorsque je fus introduit près de lui. Je dois dire qu'il m'accueillit avec cette brusquerie charmante que, chez messieurs les militaires, on peut appeler de la cordialité. Cordialité joviale et ronde et plaisante à l'esprit d'un Français qui a lu M. Georges d'Esparbès, 1864-1944, dessinateur, journaliste et romancier, spécialiste de récits militaires, collaborateur au journal. Vêtu d'un burnous rouge, il était assis sur une peau de tigre et fumait, à la mode arabe, un énorme narguilé. Sur son invitation, bref comme un commandement, que j'eusse une dosse à m'asseoir sur une peau de sable mouton, en face de lui, je ne pus me défendre, en obtempérant à ses ordres, de ressentir une vive émotion. Et à part moi, je dirais, de la différence hiérarchique de ses fourrures, des philosophies grandioses, non moins que de peu consolantes analogies. Pékin? Militaire? Quoi? Qu'est-ce que vous êtes? Telles furent les interrogations rapides et successives dont m'assaillit le général. Territorial, répondis-je en me conciliant. Un peu, peut-être un poids, sortit de ses lèvres, dans un gargouillement de mépris, et j'aurais, certes, du seul fait de mon aveu, centre-gauche et amphibiologique, passé un mauvais quart d'heure, comme on dit, si une espèce de négrillon, bizarrement costumé et dédentré, à ce moment, portant un plateau sur lequel il y avait de nombreuses bouteilles et des verres. C'était l'heure tranquille où les héros vont boire. Je me réjouis d'arriver à cette heure providentielle de l'absinthe. Gomme, curaçao, quoi? Me demanda abréviativement le glorieux soldat. Pur, général. Et je vis, au sourire approbateur, par quoi fut accueillie cette martiale déclaration, que je venais de me conquérir la bienveillance et peut-être l'estime du grand civilisateur soudanais. Tandis que le général préparait, selon des rythmes méticuleux, les boissons apéritives, j'examinais la pièce autour de moi. Elle était très sombre. Des étoffes orientales ornaient les fenêtres et les portes d'une décoration un peu surannée, un peu trop rue du Caire à mon goût, du moins. Au mur, des armes, en panoplie, des armes terribles et compliquées, relisées. Dans la cheminée, entre deux vases où s'érigeaient en guise de fleurs des chevelures scalpées, la tête d'un jaguar empaillé mordait de ses crocs féroces une boule en verre au centre de laquelle le cadran d'une toute petite montre faisait les heures captives, transparentes et grossissantes. Mais ce qui attirait le plus mon attention, c'étaient les murs eux-mêmes. Sur toute leur surface, ils étaient tendus de cuir, d'un cuir particulier, de grains très fins, de matière très lisse, et dont le noir, verdâtre ici et la mort dorée, m'impressionna, je ne sais pourquoi, et me causa un inexprimable malaise. De ce cuir, une étrange odeur s'exhalait, violente et fade à la fois, et que je ne parvenais pas à définir, une odeur sui generis, comme disent les chimistes.
Ah ah! Vous regardez mon cuir, fit le général Archinard, dont la physionomie s'épanouit soudain, tandis que ses narines dilatées humaient, avec une visible jouissance, le double parfum qui s'évaporait de ce cuir et de cette absinthe, sans se mélanger. Oui, général. Vous épate ce cuir, hein? Il est vrai, général. Eh bien, c'est la peau de nègre, mon garçon. De la peau de nègre, parfaitement. Riche idée, hein? Je sentis que je pâlissais. Mon estomac, soulevé par un brusque dégoût, se révolta presque jusqu'à la nausée. Mais je dissimulai de mon mieux cette faiblesse passagère. D'ailleurs, une gorgée d'absinthe rétablit vite l'équilibre de mes organes. Riche idée, en effet, approuvai-je. Le général Archinard professa. Employés de cette façon, les nègres ne seront plus que de la matière inerte, et nos colonies serviront au moins à quelque chose. Je me tue à le dire. Regardez ça, jeune homme. Tâtez-moi ça. Ça fait de la maroquinerie de premier choix. Hein? Ils peuvent se fouiller maintenant à Cordoue avec leur cuir. Nous quittâmes de fourrure et nous fîmes le tour de la pièce en examinant minutieusement les bandes de cuir exactement jointes dont les murs étaient recouverts. À chaque minute, le général répétait « Réchilé, hein? Tâtez-moi ça. Joli, solide, inusable, imperméable. Une vraie mine pour le budget, quoi. » Et moi, affectant de vouloir m'instruire sur les avantages de cette corroirie nouvelle, je lui posai des questions techniques. Combien faut-il de peau de nègre, général, pour tendre une pièce comme celle-là? 109 à peu près l'une dans l'autre, la population d'un petit hameau. Mais tout n'est pas utilisé, pensez bien. Il y a dans ces peaux, principalement dans les peaux de femmes, des parties plus fines, plus souples, avec quoi l'on peut fabriquer de la maroquinerie d'art, des bibelots de luxe, des porte-bonnets par exemple, des valises et des nécessaires de voyage, et même des gants pour deuil. Je crus devoir rire, moi aussi, bien que ma gorge serrée protesta contre ce genre de gaieté anthropophagique et coloniale. Après une inspection détaillée, nous reprîmes position sur nos fourrures respectives, et le général, sollicité par moi à des déclarations plus précises, parla ainsi. Quoique je n'aime guère les journaux, d'abord, et ensuite les journalistes, je ne suis pas fâché que vous soyez venus, parce que vous avez donné à mon système de colonisation un retentissement considérable. Voici en 2 mots la chose. Moi, vous savez, je ne fais pas de phrases, ni de circonlocutions, je vais droit au but. Attention, je ne connais qu'un moyen de civiliser les gens, c'est de les tuer, quel que soit le régime auquel on soumette les peuples conquis. Protection, annexion, etc., etc. On a toujours des ennuis, ces bougres-là, ne voulant jamais rester tranquilles. En les massacrant en bloc, je supprime les difficultés ultérieures. Est-ce clair? Seulement voilà, tant de cadavres, c'est encombrant et malsain, ça peut donner des épidémies. Eh bien moi, je les tanne, j'en fais du cuir, et vous voyez par vous-même quel cuir on obtient avec les nègres. C'est superbe. Je me résume. D'un côté, suppression des révoltes, de l'autre côté, création d'un commerce épatant. Tel est mon système. Tout bénéfice. Qu'en dites-vous, hein? En principe, objectai-je, je suis d'accord avec vous, pour la peau, mais la viande, général. Que faites-vous de la viande? Est-ce que vous la mangez? Le général réfléchit pendant quelques minutes, et il répliqua. La viande? Alors à ce moment, le nègre n'est pas comestible. Il y en a même qui sont vénéneux. On pourrait, je crois, fabriquer avec cette viande des conserves excellentes pour la troupe. C'est à voir. Je vais soumettre au gouvernement une proposition dans ce genre. Mais il est bien sentimental, le gouvernement. Et ici le général se fit plus confiant. Ce qui nous perd, comprenez bien, jeune homme, c'est le sentiment. Nous sommes un peuple de poules mouillées et d'agneaux bêlants. Nous ne savons plus prendre des résolutions énergiques. Pour les nègres, mon Dieu, passe encore. Ça ne fait pas trop crier qu'on les massacre, parce que dans l'esprit du public, les nègres ne sont pas des hommes, ils sont presque des bêtes. Mais si nous avions le malheur d'égratigner seulement un blanc, oh là là, nous en aurions des sales histoires, je vous le demande là, en conscience. Les prisonniers, les forçats par exemple, qu'est-ce que nous en fichons? Ils nous coûtent les yeux de la tête, ils nous encombrent, et nous apportent quoi? Quoi? Voulez-vous me le dire? Vous croyez que les bagnes, les maisons centrales, tous les établissements pénitentiaires ne feraient pas de merveilleuses et confortables casernes? Et quel cuir avec la peau de leurs pensionnaires, du cuir de criminels. Mais tous les anthropologues vous diront qu'il n'y a pas au-dessus. Ah, Witch, allez donc toucher à un blanc. Général, interrompis-je, j'ai une idée, elle est spécieuse mais géniale. Allez-y. On pourrait peut-être teindre en nègre les blancs afin de ménager le sentimentalisme national. Oui, et puis...
Et puis on les tuerait, et puis on les tannerait. Le général devint grave et soucieux. Non, fit-il, pas de supercherie. Ce cuir ne serait pas loyal. Je suis un soldat, moi, loyal soldat. Maintenant, rompez, j'ai à travailler. Je vidai mon verre, au fond duquel restaient quelques gouttes d'absinthe, et je partis. Recueilli dans les 21 jours de Neurasthénique, chapitre 9. La version des 21 jours de Neurasthénique propose cette conclusion. Ça me fait tout de même plaisir, et me remplit d'orgueil de revoir de temps en temps de pareils héros en qui s'incarne la patrie.